vaste question, en effet. Alors castration, déjà, c'est un mot évidemment un peu barbare, un peu violent, hein, puisque la castration, ça porte sur l'organe sexuel et l'organe sexuel masculin, évidemment. Freud, dès le début de la découverte, a posé qu'il y avait dans la sexualité humaine un défaut de jouissance, un manque à jouir, une source d'insatisfaction qui ne devait rien à la répression de la civilisation, ou à l'Oedipe, aux interdits oedipiens, ni au surmoi, mais qui était propre à la sexualité humaine. C'est-à-dire que la sexualité humaine, de passer par le langage, puisque nous sommes des êtres parlants, elle est dénaturée et il y a une perte de jouissance première. Alors ce que nous appelons castration, et castration symbolique notamment, c'est ça, c'est cette perte de jouissance première sur la sexualité humaine, et donc qui ne concerne pas du tout l'organe masculin, mais qui concerne tous les humains, qui a une sexualité à la condition de cette perte première de jouissance. Alors maintenant, il se trouve que Freud, dans les premiers temps, a surtout étudié la sexualité des garçons. C'est pas du tout occupé de la sexualité des filles. Et j'en parlais justement tout à l'heure avec Françoise, pour les petits garçons, on sait combien l'organe, le pénis, l'organe sexuel masculin, est énigmatique, c'est-à-dire c'est un organe qui n'est pas contrôlable. Il y a des sensations, il y a des sensations souvent qui sont liées au fait que, bah oui, la mère s'est occupée du petit garçon, et donc il y a une érogénéisation de cette partie-là, mais où justement l'enfant ne peut pas contrôler les érections infantiles, les choses de ce genre, les sensations qu'il éprouve, et donc il y a une peur, une énigme d'une part, et d'autre part une angoisse, pourquoi ça bouge, et une angoisse qui, ce que nous dit Freud, qui se traduit par, au fond, la peur de perdre cet organe. Et ça, c'est la menace de castration, c'est-à-dire c'est une façon imaginaire de se rapporter à la castration. Et au fond, quand le petit garçon voit, par exemple, à l'occasion de la naissance d'une petite sœur ou le corps d'une petite fille, il s'aperçoit qu'il n'y a pas, chez les petites filles, cet organe-là. Et au lieu de se dire c'est parce que ce sont des filles, il s'imagine des choses, il se construit des théories que Freud dit qu'elles sont absolument géniales, ces théories. Il compare ces théories sexuelles aux inventions des grands savants, dans un texte de 1908 sur justement les théories sexuelles. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que sans doute, soit la petite sœur est trop petite et que ça va lui pousser, ou bien il se dit, si la petite sœur est plus grande et qu'il voit son corps, c'est qu'elle n'a pas été sage et on lui a coupé. Et à ce moment-là, il y a une menace de castration, en effet, qui est tout à fait imaginaire, mais voilà, on risque de... Au fond, ça vient donner du sens, cette idée qu'il y a de la castration, on peut perdre cet organe, ça vient donner du sens à quelque chose qui n'en avait pas avant, mais qui était éprouvé dans le corps et qui était angoissant. Donc ça donne une forme à cette angoisse. Et ce que nous dit Freud, c'est qu'au fond, le petit garçon peut très bien, il peut continuer sa vie, tant qu'il est sous l'effet de la menace de castration, voilà, les choses vont plutôt, se font normalement pour lui. Les choses deviennent sérieuses quand il aperçoit que la mère aussi n'a pas d'organe pénien. À ce moment-là, précisément, la castration n'est plus une menace, elle devient réellement angoissante à son tour. C'est-à-dire que l'angoisse, dans un premier temps, qui était autour de cette énigme de la sexualité, du sexe, de qu'est-ce qui se passe au niveau de cet organe, devient l'angoisse réellement de perdre, le pénis. Et ce que nous dit Freud, c'est que sous l'effet de cette angoisse, eh bien, le petit garçon préfère renoncer à aimer la mère, puisqu'au fond, il met au compte du père l'idée que c'est lui qui pourrait être l'agent de la castration. Donc ça, c'est l'Oedipe, c'est la fiction oedipienne qui met au compte du père, ça donne un sens, qui met au compte du père ce qui est un effet du langage sur la sexualité humaine. Voilà, donc tout ce qui se fait dans l'Oedipe, au fond,
Mais quand même, il faut voir que au moment de l'angoisse de castration, il ne s'agit plus seulement d'une menace, il s'agit réellement d'une privation, hein, d'être privé vraiment de l'organe. Et donc l'intérêt narcissique là fait que le petit garçon préfère ne pas fâcher son père et donc renoncer à sa mère, et c'est le moment où il s'identifie au père et donc peut sortir de l'Oedipe, identifié au sexe masculin, dans un rapport quand même symptomatique au père. Donc tant qu'on est dans l'Oedipe, on a un rapport au fond imaginaire à la castration. Et dans une analyse, le fait de pouvoir précisément travailler les choses de telle façon que le père va se révéler être un homme comme un autre, c'est-à-dire que lui-même castré, et non pas ce père tout-puissant qui pourrait castrer les femmes, les enfants, les garçons. Ce travail-là va permettre, au fond, de faire chuter cette histoire. Hein, Lacan parle d'historiole, à propos de l'Oedipe, hein, cette histoire, au fond, que ce serait le père qui est agent de la castration. Et au fond, s'apercevoir que la castration, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de menace sur l'organe, il n'y a pas de privation de l'organe. Par contre, il y a une privation de jouissance qui est originaire. Voilà. Donc c'est ça l'articulation entre castration imaginaire et castration symbolique. Au fond, c'est vraiment sortir de la bonne façon de l'Oedipe, hein, faire chuter le père idéal, le destituer de cette place d'idéal pour le mettre à sa place, hein, de semblant. C'est ça qui permet en effet d'accéder à cette dimension de castration qui est un effet de la structure, hein, et non pas du tout une menace qui viendrait du père. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, hein, cette articulation, mais elle est extrêmement importante parce que c'est l'enjeu du cure, vraiment. Voilà. Donc voilà, on a gardé ce terme, hein, parce que c'est vrai qu'on nous dit des fois, pourquoi vous gardez ce terme? Puisqu'il ne s'agit pas en effet de couper un sexe. Ça c'est la menace, c'est l'angoisse du garçon, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Comme c'est un concept analytique, on le garde. Hein, voilà, mais c'est vrai que c'est un mot quand même qui fait peur, quoi. C'est intéressant que tu repères effectivement le terme de castration, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une violence, hein, qui fait qu'il faut que ça soit sublimé d'une certaine façon, parce que la castration, on pense aux animaux castrés, etc., il y a vraiment une réalité là. Au castrat même, hein, il y a eu une réalité en effet, qui est vraiment la castration, ça porte sur l'organe. Et uniquement, donc les femmes ne seraient pas concernées par la castration, ça ne concernerait que les hommes, puisqu'elles n'ont rien de ce côté-là à risquer de perdre. Absolument, ouais. C'est une question, personnellement je ne vois pas bien ce qu'un psychanalyste peut répondre à ça. Des choix d'objets qui ne sont pas dans la norme, puisque là c'est de ça dont il s'agit. Il y en a toujours eu. Roméo et Juliette en sont un exemple, et voilà, c'est même un mythe. Enfin bon, ou bien Tristan et Isolde aussi. Hein. C'est pas un choix d'amour judicieux, qui est dans la norme, qui convenait. Donc les grands amours souvent sont hors norme. Alors je ne vois pas du tout ce que le psychanalyste peut dire là, mais bon, peut-être qu'il faudrait mieux comprendre la question. Hein, mais moi, je ne vois pas comment répondre à ça. Oui, sauf si c'est une question singulière, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un sujet qui vient dire son désarroi, ou enfin ce qui a lieu pour lui dans ce lien difficile ou pas difficile, hein, et que effectivement je rejoins complètement ce que dit Claude Noël, pardon, c'est pas généralisable, à part effectivement les grandes histoires
mythiques, mais sinon c'est des questions singulières Oui, pour cas par chacun, cas. chacune. Ouais, ouais. Je dirais comme ça ce qui m'est venu. C'est le commandement du soldat. C'est-à-dire que quand votre chef perd la tête, désobéissez. Et voilà, il y a quelque chose comme ça du sens de la désobéissance. Hein, alors, effectivement, là, il y a aussi enfin, désobéissance au leader s'il est fou. Moi, du côté du leader, c'est-à-dire entre l'intime et le politique, il y a effectivement la négation là dans le suivi du leader, enfin tous pour un, enfin pas pour un, mais tout au moins tous dans cette unicité de suivre, c'est la négation absolue du père mort. Hein. Et c'est là où ça fait, bon, ben, je pense à des régimes effectivement comme c'est évoqué ici, dans le champ du politique, des régimes dictatoriaux. Oui, ben, c'est vrai qu'on constate, que quand il n'y a plus le roi, quand il n'y a plus, le chef, quand il n'y a plus le Führer, quand ça s'effondre de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a une demande du groupe, hein, de marcher au pas et donc de se mettre sous la coupe d'un leader. Hein, ça repose au fond quand on est tous pareils, quand on marche au pas, il y a quelque chose de la singularité qui disparaît et on peut faire cause commune. C'est-à-dire que c'est effectivement un déni du désir, mais voilà, qui est tout est mis au service de la folie, souvent, il faut bien dire, hein, puisque c'est souvent des dictateurs quand même. Et c'est vrai qu'on voit le 21e siècle, hein, là c'est très angoissant, même ces débuts du 21e siècle, de voir à quel point, là où on pensait au contraire que c'était de la démocratie qui pouvait gagner, c'est exactement l'inverse. Hein. Il y a un appel, il y a vraiment un appel de la base, de la masse, du groupe, pour qu'il y ait un chef et se mettre au service de ce chef. Ben voilà, il faut le constater, hein, c'est ça l'humain. Ce qu'il veut, c'est marcher au pas. Hein, et bon, c'est un effet, effectivement, de la chute du patriarcat, on se raccroche aux branches, si j'ose dire, hein, dans les restes, comme tu le disais, hein, du père mort, voilà, on s'accroche aux branches. Et, ouais. Voilà. Et donc, mais simplement, là où le père est un chef, mais peut être un chef bienveillant, on est du côté de leaders, de dictateurs barbares. Enfin, c'est la barbarie au sens propre du terme. Hein. C'est ça qu'on constate. Alors, chez Freud, il y a plusieurs orientations. Au fond, Freud a une notion de la vie qui est une simple coupure dans la mort, hein, dans un état inorganique, donc la mort. Et la vie, là, vient faire coupure pulsionnelle, hein, dans ce champ, au fond, qui était plat. Alors, il met d'abord en place le principe du plaisir en disant que le principe du plaisir, c'est justement la moindre tension, hein, l'homéostase. C'est-à-dire, sitôt qu'il y a un peu d'excitation, de tension, il faut ramener ça au niveau zéro, qui n'est pas la mort, hein, mais c'est comme ça que la pulsion pourrait se satisfaire.
Et en même temps, il dit qu'il y a dans toute pulsion ce désir, en effet, de retourner vers la mort, de retourner à l'état initial, donc vers la mort. Dans la mesure où on dit que la vie est juste une coupure dans un état qui serait la mort. Alors au fond, la pulsion, le principe du plaisir, si on le suit, c'est le chemin le plus court vers la mort. On pourrait dire, hein, ce serait le chemin court vers la mort. Heureusement, il y a la vie, c'est justement de faire quelques détours avant d'aller vers la mort. On va tous vers la mort, hein, mais on en fait quand même, on fait des détours. Et donc, en 1920, Freud est revenu sur sa théorie des pulsions, et il a constaté qu'il y avait chez ses patients, notamment, par exemple, quand on les croit guéris, on s'aperçoit qu'ils sont attachés à leurs symptômes, alors que les symptômes les fait souffrir. On s'aperçoit, il a vu ça aussi avec les traumatisés de guerre, au lieu de se débarrasser du trauma, c'est fini, on n'arrête pas de rêver de ce qui nous a fait souffrir. Et donc c'est comme ça qu'il a posé qu'il y avait au fond quelque chose qui allait au-delà, non pas en deçà pour revenir à l'état antérieur, mais quelque chose qui voulait dépasser le principe du plaisir pour jouir. Alors on jouit dans la souffrance, hein, on jouit. Et ça, c'est un autre aspect évidemment de la pulsion de mort, qui est, je dirais, la plus partagée quand même humainement. On a tous comme ça des accrochages, hein, à des modes de jouissance qui sont orientés en effet par la pulsion de mort, sans pour autant que ce soit la mort qui soit visée. C'est quand même, ça peut arriver, hein, que la mort soit visée dans certains cas d'anorexie, ou bien on voit aussi dans ces sports à risque maintenant qui donnent beaucoup d'adrénaline, beaucoup de jouissance, mais parce qu'il y a l'idée que la mort pourrait s'en mêler. Hein. Donc il y a le risque de la mort. Bon, mais ce n'est pas obligatoire, il y a des modes de jouissance, simplement je dirais du symptôme, hein, qui mettent en jeu la pulsion de mort et sans pour autant qu'on risque la mort. Donc je pense que l'idée de Lacan, c'est celle-là, c'est celle que je viens de vous dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec donc l'aspiration du sujet de retourner à un état dans lequel il y aurait une mort partielle. Hein. Lacan a pu évoquer ça, ça a pu être interprété comme ça, il a pu évoquer ça dans le séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, hein, quand il a parlé de l'entre-deux-morts. Ça a été beaucoup idéalisé. Lacan, je crois, c'est un très beau séminaire. Il n'empêche que Lacan n'a jamais voulu publier ce séminaire. Il a été publié seulement après sa mort. Il a toujours refusé de le publier alors qu'on lui demandait. Moi, j'ai vraiment une idée de pourquoi. C'est précisément parce que ça donnait comme ça une sorte d'idéalisation, hein, de la chose, de la mort, ça faisait marcher c'est dans ce séminaire qui dit ne pas céder sur son désir, moyennant quoi on peut marcher au pas, hein, pour ne pas céder sur son désir, on peut aller à la mort, hein, on peut aller faire beaucoup de choses. C'est pas du tout ça qu'il voulait dire. À la place, ensuite, il a écrit le séminaire 11, hein, enfin, il a donné le séminaire 11 pour répondre à l'éthique, et effectivement, c'est un séminaire, je dirais que c'est le seul séminaire où il y a comme ça cette espèce de... Enfin, il y a des formules, en effet, qui peuvent aller du côté d'une idéalisation de la mort, mais alors d'une mort dans la jouissance, plutôt au sens bataillien du terme. Pas du tout au sens de petite mort, non, ça, non, jamais, jamais. Oui, c'est ça. Parce que, tel que tu le dis, effectivement, la pulsion de mort, c'est une pulsion de répétition. Oui. Et cette répétition, qu'est-ce que ça, sinon, ce serait une jouissance, effectivement, de répéter. Et l'exemple que tu as donné, là, des traumas, peu importe, enfin, qui reviennent même quand l'événement est passé, c'est-à-dire cette pulsion qui insiste du côté, effectivement, de la jouissance. Alors, très rapidement, hein, effectivement, on peut parler enfin, de structure hystérique, hein, du côté de l'exhibition, et que le somnambulisme, il y a le corps, hein, puisqu'effectivement, c'est
c'est bouger, marcher en dehors de toute conscience de ce que l'on fait. Donc c'est la particularité, hein, c'est effectivement l'interface du psychique et du somatique. Alors le somnambulisme, on peut dire que, alors à partir effectivement notamment de ce cas clinique là qui est publié sur internet, qui est un patient dont l'analyste parle, qui est somnambule, et l'analyste développe pas mal cette cure, mais on peut en conclure que c'est le résidu de certains événements traumatiques et que le somnambulisme en est le symbole commémoratif, par exemple. Vous voyez, que ça répète le traumatisme, et c'est le corps sans la volonté psychique. Alors, la particularité aussi du somnambule, c'est qu'il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas de souvenir des déambulations, alors qu'il y a quand même le souvenir des rêves. Les rêves qui reviennent à l'état de veille, enfin bon, par bribes, tout ça, mais le somnambule, effectivement, c'est l'autre qui lui dit, et alors il y a effectivement des histoires comme ça dans les dortoirs des enfants en colonie, hein, et qui... donc l'enfant qui se lève, qui marche, c'est les autres qui le voient et qui le désignent le lendemain matin, t'as fait ci, t'as fait ça, et lui n'a plus aucun souvenir. Voilà, enfin, je ne sais pas si tu veux... Oui, je vais juste... voilà. Moi, j'ai fait un lapsus, justement, quand on a évoqué ensemble cette histoire de somnambulisme. Je parlais de quelqu'un qui est somnambule, et au lieu de dire elle est somnambule, j'ai dit elle est hystérique. Mais je voulais dire elle est somnambule, tellement c'est pris dans l'hystérie. Et je me disais que finalement, pour l'hystérique, parce que le somnambule, c'est qu'on fait des choses, c'est peut-être, ça peut être une réalisation de désir, comme un rêve, sauf que on le fait pour de bon, et sans y être. C'est une façon, au fond, où le sujet, à la fois y est, puisqu'il est en train de réaliser quelque chose, sans doute, de son désir, et en même temps, en s'en absentant, mais alors absolument, puisqu'il n'en aura aucun souvenir, et que même si on lui raconte qu'il a fait ça, il ne pourra pas le croire. Enfin, que c'est vraiment... il faut un témoin pour savoir qu'il y a eu une crise de somnambulisme. Sinon, lui, le somnambule, il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait et de ce qu'il a... Donc c'est en ça que je dirais que c'est vraiment hystérique, hein, cette façon de ne pas y être, tout en le faisant, tout en y étant, tout en le faisant. Ça, c'est quand même typiquement hystérique. Voilà. Donc c'est parce que la question c'était autour de la structure psychique. Donc, enfin voilà.